Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La société moderne, affirme Habermas, est devenue complexe, marquée par une certaine pluralité. Cette pluralité régit, non seulement, les différents réseaux des relations sociales, mais aussi, oriente l'agir politique à prendre en compte le principe de tolérance. De nos jours, le pluralisme s'impose comme une caractéristique principale et comme le seul mode acceptable, aux antipodes de la pensée unique, dans l'organisation de la société politique. Tout système politique, qui se veut respectueux des droits et soucieux de la paix sociale, se voit appelé à intégrer impérativement le pluralisme dans ses diverses expressions. En d'autres termes, la démocratie se révèle aujourd'hui essentiellement une organisation pluraliste de la société, qui ne laisse aucune place à l'absolutisation ou au totalitarisme. Mais bien que cette vision pluraliste soit globalement admise, on est sidéré de constater que l'intégration d'un vrai pluralisme politique pose problème dans la plupart des États africains. Brandissant les idéaux de la démocratie, leurs chefs d'État, soutenus par des majorités parlementaires corrompues, instaurent des systèmes de dictature qui empêchent l'effectivité d'un pluralisme rationnel et constructif. Pour justifier la manipulation de la démocratie au profit de leurs intérêts partisans, certains de ces politiciens corrompus et corrupteurs brandissent l'idée de mettre en place une démocratie à l'africaine. Ainsi se servent-ils de la ruse pour conquérir le pouvoir, mais une fois au pouvoir, instaurent des systèmes absolutistes. Ceux qui soutiennent ce totalitarisme masqué, au détriment du pluralisme, refusent manifestement de prendre en compte le fait que ces États africains ne sont pas des regroupements monolithiques, du genre principauté ou ethnie, mais des pluriculturels dans leur composition. Par ailleurs, même si ces États pouvaient être monolithiques au sens d'un regroupement se reconnaissant du même ancêtre fondateur, leur migration à l'État moderne les soumet à accepter le pluralisme d'idées dont la prise en compte caractérise le bon agir politique en démocratie. En effet, les différences naturelles qui existent entre les membres d'un regroupement, même s'ils sont issus d'une même famille, constituent des conditions de possibilité d'un pluralisme d'idées qu'il faut exploiter pour une société politique stable. Considérant le fait que ces États africains soient, dans leur configuration actuelle, fondés sur les ruines des États coloniaux à vocation pluraliste, et aussi le fait que leur constitution soit généralement calquée sur le modèle des métropoles dans lequel le respect du pluralisme occupe une place importante, nous nous demandons pourquoi la démocratie en Afrique ne produit pas les mêmes effets que celle des États occidentaux, leurs métropoles ? Pourquoi, au-delà du fait que ces pays africains se déclarent démocratiques, l'Afrique continue-t-elle à sombrer dans l'instabilité politique ? L'Afrique, démocratie ou fausse démocratie ? Voilà le questionnement auquel entend répondre cette réflexion. Attendu qu'il n'existe pas de démocratie sans pluralisme, nous émettons l'hypothèse selon laquelle l'Afrique doit se réapproprier la théorie du pluralisme et adopter à son profit une vraie démocratie. En effet, la plupart des systèmes politiques africains souffrent de l'absence d'une vraie démocratie. Ils appliquent une démocratie amputée du pluralisme, avec comme conséquence l'intolérance politique. En d'autres mots, nous estimons que l'intégration effective d'un pluralisme rationnel, englobant le doctrinal, le culturel et le ratio-politique, ouvrirait non seulement à la tolérance politique, mais aussi à l'enrichissement de la vision politique de chacun de ces États. Ainsi pensons-nous que le pluralisme et le principe de tolérance compris dans le libéralisme serait l'une des clés des solutions, non pas la moindre, au problème de l'instabilité politique en Afrique. En effet, le malheur des États africains n'est pas du tout l'échec de la démocratie ou l'ingérence extérieure, comme d'aucuns peuvent le prétendre, mais tout simplement le résultat d'une démocratie adoptée sans ses fondamentaux. Nous inspirant particulièrement de la pensée de John Rawls, notre réflexion part d'une brève lecture du libéralisme, ressort le rapport dialogique qui unit la démocratie au pluralisme et à la tolérance et propose la prise en compte de ce rapport, comme remède au déchirement politique qui ruine le continent africain. Un rapport dialogique entre le pluralisme et le principe de tolérance, dans le libéralisme RAWLSIEN. La notion du pluralisme se conjugue indéniablement avec celle du libéralisme et celle de la tolérance. Il serait absurde de les concevoir l'une sans l'autre. Mais bien qu'ils soient indiscutablement unis, chaque concept conserve le sens qui lui est propre et qui le différencie de l'autre.
Pour avoir une idée claire du lien qui unit le pluralisme à la tolérance dans le libéralisme rawlsien, nous allons ressortir le sens qu'ils revêtent chacun, pris à part, et dégager le rapport dialogique qui les unit. Disons d'entrée de jeu que le pluralisme et le principe de tolérance ne sont pas des principes désincarnés, mais plutôt des a priori du libéralisme dans son affirmation de la liberté, comme fondement politique, à la fois souverain et assorti de la responsabilité individuelle. Parlant du libéralisme, nous tenterons de ressortir la particularité de l'approche rawlsienne et mettre en exergue la place qu'occupent le pluralisme et la tolérance. Dans cette démarche, nous ferons appel à Habermas, Nozick et Thomas Nagel qui, grâce à leurs critiques, mettent encore mieux en lumière et complètent la pensée de Rawls. Nous ne ressortirons le rapport dialogique, qui constitue le leitmotiv de ce chapitre, qu'après avoir présenté la sémantique des concepts de base, pluralisme et tolérance. Mais avant d'aborder les deux points, nous allons faire un bref aperçu de John Rawls, son contexte et sa doctrine. I1. Rawls et le libéralisme. I1.1. Rawls. John Rawls, l'une des grandes figures des philosophes politiques contemporains, reste une référence indiscutable de la réflexion philosophique américaine. L'histoire des philosophes de déhuissement et Averger nous renseigne que Rawls est né à Baltimore en 1921 et est mort en 2002, à Lexington, après une carrière très honorable. Professeur dans les universités de Princeton, Oxford, Cornell et Harvard jusqu'en 1995, il marque le mode de la réflexion philosophico-politique. Son principal ouvrage, A Theory of Justice, Théorie de la justice, publié en 1971, reste un vrai chef-d'œuvre. À la suite de cette publication, Rawls remanie et approfondit sa théorie révolutionnaire avec de nombreuses autres publications dont Justice et démocratie, Libéralisme politique, Débat sur la justice politique, Le droit des gens, Leçons sur l'histoire de la philosophie morale, La justice comme équité, une reformulation de Théorie de la justice, Paix et démocratie, Le droit des peuples et la raison politique, Le péché et la foi, écrit sur la religion. Il écrit aussi de nombreux articles pour la même fin. Au centre de sa théorie révolutionnaire se trouve cette question: qu'est-ce qu'une société juste? Rawls entend par société juste une société bien ordonnée qu'il définit comme une société où chacun accepte et sait que les autres acceptent les mêmes principes de la justice, et où les institutions sociales de base respectent et sont connues pour respecter ces principes. Mais le fait d'être dans une société presque juste ne l'empêche pas de s'interroger sur ce qu'elle est. Son souci reste celui de répondre au débat politique sur ce sujet, qui était en vogue dans la société américaine. Le débat, auquel Rawls prend part, se situe dans une société butée à plusieurs revendications de la jeunesse contre l'État-providence influencé par la pensée de Johnson et contre la mobilisation des étudiants contre la guerre du Vietnam. Ces revendications traduisent non seulement un monde épris de la justice et de la paix, mais aussi une lutte pour les droits civiques. Dans ce contexte, la démocratie américaine paraît essoufflée et alourdie par l'inégalité des membres devant les lois, par des crises politiques, économiques et sociales. Une démocratie où la notion de liberté favorise les inégalités sociales au détriment des faibles. Une autre caractéristique de cette société américaine est aussi le fait d'être marquée par les inégalités des chances, dans le développement des membres favorisés par le positionnement social. Dans ce contexte, Rawls lance une théorie de la justice qui renoue avec la tradition contractualiste et libérale de moderne en cherchant à articuler, rationnellement, liberté individuelle et liberté collective, prise dans l'optique d'une solidarité sociale. S'inscrivant dans la logique du contrat social, Rawls estime que le principe de l'autorité politique procède d'une convention des individus libres et égaux, qui s'associent pour former une communauté de droit. Pour expliquer cette origine du principe de l'autorité politique, Rawls fait recours à une fiction, la position originelle. Et comme en politique, l'objectivité absolue est impossible, à cause de la tendance naturelle qui influence l'appréciation des théories en fonction des avantages personnels, il pose le voile d'ignorance, derrière lequel doivent se trouver ceux qui produisent les lois pour que les lois ainsi produites soient justes. Pour cet auteur, le voile d'ignorance suppose premièrement
que les partenaires ne savent pas comment les différentes possibilités affecteront leur propre cas particulier et ils sont obligés de juger les principes sur la seule base de considérations générales. En second lieu, que les partenaires ignorent certains types de faits particuliers. Tout d'abord, personne ne connaît sa place dans la société, sa position de classe ou son statut social. Personne ne connaît non plus ce qui lui échoit dans la répartition des atouts naturels et des capacités, c'est-à-dire son intelligence et sa force. Le pluralisme rawlsien ne peut bien être compris qu'en rapport avec le libéralisme, sans lequel il n'aurait aucune valeur. La relation libéralisme-pluralisme principe de tolérance indique, d'une part, un rapport de filiation du dernier au premier et d'autre part, une complémentarité intrinsèque entre le pluralisme et le principe de tolérance. I.1.2. Le libéralisme. La date du début formel du libéralisme ou de ses composantes politiques, économiques ou religieuses, diffère selon les auteurs. De nombreux auteurs situent la naissance du libéralisme avec la lettre sur la tolérance de John Locke, lettre écrite en 1689. Le libéralisme se développe en opposition à la dictature de l'absolutisme du souverain, développée au fil des siècles et occasionnée par la montée du scepticisme. Il s'oppose au droit divin, prôné par l'Europe des Lumières au XVIIIe siècle. Les Lumières, en effet, opposent la lumière naturelle, la raison humaine, à la lumière surnaturelle, la foi, et considèrent la raison humaine comme principe et source de notre connaissance. Contrairement aux Lumières, la position scolastique au XVIe siècle oblige le souverain à respecter les droits fondamentaux de chaque être humain, parce qu'ayant une nature de créature de Dieu. C'est dans cette optique que les chartes médiévales, telles que la Magna Carta et certaines pensées de la philosophie thomiste, parlent des droits fondamentaux, dont le respect est exigé du souverain. À la suite de cette pensée médiévale, le libéralisme cherche à renouer à son tour avec la notion du respect des droits fondamentaux de chaque individu, en les affranchissant des considérations de la scolastique. Pour Rawls, l'origine de ce courant est liée à trois développements historiques. Le premier est celui de la réforme protestante du XVIe siècle, qui brisa l'unité religieuse du Moyen Âge et introduisit le pluralisme religieux dont les conséquences forgeront le trait permanent de la culture, à partir de la fin du XVIIIe siècle. Le deuxième, celui du développement de l'État moderne et de son administration centrale, qui fit sortir du système de gouvernement d'un pouvoir ou d'une administration absolue des monarques et des aristocrates. Le troisième, enfin, celui du progrès de la science moderne, qui commence au XVIIIe siècle avec les auteurs comme Copernic et Kepler pour l'astronomie, Newton pour la physique et Newton et Leibniz pour l'analyse mathématique. Pour Benetton, le mot libéralisme serait apparu pour la première fois en 1818, sous la plume de Maine de Biran, comme doctrine favorable au développement des libertés. Il prend forme au XVIIe-XVIIIe siècle, avec Locke, Montesquieu et Adam Smith, poursuivant et modifiant la pensée des modernes, plus particulièrement celle de Machiavel et de Hobbes. Même si le vocable libéralisme est récent, la problématique qu'il soulève, notamment la question de la justice, peut remonter jusqu'à la République de Platon. Dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 5, Aristote évoque la question de la justice avec ses trois catégories, justice légale, justice distributive, justice commutative, pensée qui sera reprise par Thomas d'Aquin. Cependant, c'est à Rawls que revient le mérite d'avoir relancé le débat sur la justice, et d'avoir éclaté la conception aristotélicienne, pour amener cette question de la justice à sa conception moderne. La théorie du libéralisme de Rawls est essentiellement bâtie sur l'idée de justice. Au sens général, le libéralisme est un courant de pensée de philosophie politique, qui affirme la primauté des principes de liberté et de responsabilité individuelle, par rapport à l'autorité du souverain, même si ce dernier est le peuple. L'idée principale sur laquelle repose le libéralisme est celle qui stipule que chaque être humain possède des droits fondamentaux qu'aucun pouvoir n'a le droit de violer. Il s'agit, bien entendu, de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. Le libéralisme vise, d'un côté, à limiter les obligations sociales imposables par le pouvoir et orienter le système social vers le libre choix de chaque individu, et de l'autre, la prise en compte des différences entre les individus ou entre les groupes d'individus.
Lalande le définit sur le plan politique comme une doctrine politique suivant laquelle il convient d'augmenter autant que possible l'indépendance du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif, et de donner aux citoyens le plus de garanties possible contre l'arbitraire du gouvernement. Du point de vue philosophique, Lalande le dit qu'elle est une doctrine politico-philosophique d'après laquelle l'unanimité religieuse n'est pas une condition nécessaire d'une bonne organisation sociale, et réclame pour tous les citoyens la liberté de penser. C'est aussi, selon ce même auteur, un courant qui vise le respect de l'indépendance d'autrui, tolérance, confiance dans les heureux effets de liberté. Comme doctrine philosophique, le libéralisme est un enseignement cohérent et étoffé au point de former un ensemble ou même un système. Pour Benetton, malgré toutes ces diverses variantes, le libéralisme s'attache à la liberté politique et à la liberté de conscience. Il prend en compte la séparation de l'État et de l'Église, le refus de l'autocratie, de l'inégalité de droit, l'imitation constitutionnelle du pouvoir. Comme théorie politique, le libéralisme est consubstantiel à la démocratie. Au niveau moral, le libéralisme repose sur un précepte qui s'oppose à l'assujettissement et prône une philosophie et une organisation de la société où l'individu jouit d'un maximum de liberté. Ainsi, le libéralisme cherche-t-il à construire une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.